C'est seulement par la discipline de la nation que l'Italie pourra se faire entendre au milieu des autres nations. La discipline doit être acceptée. Si elle n'est pas acceptée, elle doit être imposée. Au cours du long discours prononcé devant ses partisans à la veille de la marche sur Rome, Mussolini accuse avec force un gouvernement incapable de gérer les crises dans lesquelles est plongée l'Italie. Après la Première Guerre mondiale, l'Italie est dans une situation catastrophique. Au traumatisme de la guerre s'ajoute une crise économique et sociale d'une ampleur inédite et un sentiment d'humiliation nationale suite aux décisions du traité de Versailles. C'est dans ce contexte que Mussolini apparaît sur la scène politique italienne, développe son idéologie fasciste et parvient à accéder au pouvoir. Jusqu'au XIXe siècle, le territoire italien est morcelé en plusieurs États. Dans la lignée des grands mouvements nationaux qui se développent en Europe, l'Italie construit son unité à partir des années 1860 et devient un véritable État-nation. Sa capitale est Rome et son régime politique, une monarchie parlementaire qui se dote d'institutions démocratiques. Mais la consolidation de l'unité nationale passe par des revendications territoriales. Depuis 1860, date de l'unité italienne, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, l'Italie cherche à agrandir ses frontières en incorporant des régions peuplées d'Italiens. Ces revendications sont source de tensions et de rivalités, particulièrement avec l'Autriche-Hongrie. En 1915, alors que les nations européennes se battent sur tous les fronts, l'Italie signe le traité de Londres, rejoignant ainsi la Triple Entente, composée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie contre l'alliance des empires centraux. Dans ce pacte gardé secret, le roi d'Italie s'engage à entrer en guerre aux côtés de l'Entente en échange de l'acquisition de nombreux territoires, ces territoires peuplés d'Italiens, revendiqués depuis le XIXe siècle. L'Italie fait donc partie des pays vainqueurs de la Grande Guerre. Après les armistices, c'est le temps de faire la paix. Les conférences et les traités s'enchaînent et les Américains se montrent très influents. C'est le grand découpage en Europe. Les empires centraux éclatent, des États sont créés, des frontières déplacées. Mais l'Italie n'obtient rien de ses revendications territoriales. Le 28 juin 1919, lors de la signature du traité de Versailles, le président américain Wilson fait savoir qu'il s'oppose au pacte de Londres dont il ignorait l'existence. Absente des négociations, incapable de s'imposer comme une puissance qui compte, l'Italie se sent trahie. Ce sentiment de victoire mutilée, selon l'expression de l'écrivain nationaliste Gabriele D'Annunzio, se propage dans tout le pays. La presse se déchaîne, l'opinion publique est remontée contre son gouvernement et les décideurs de Versailles. L'Italie a pourtant payé un lourd tribut humain, plus de 5 millions de soldats mobilisés, un nombre de mutilés incroyable et plus de 600 000 morts au combat. La situation économique est également catastrophique. Les dépenses pour la guerre furent lourdes. L'État se retrouve en déficit et très endetté. Au nord du pays, beaucoup d'industries qui s'étaient reconverties dans la production de guerre sont à l'arrêt. Au sud, la production agricole ralentit fortement. L'inflation s'emballe et la valeur de la lire, monnaie italienne, se dégrade rapidement. Le chômage explose et les classes populaires sombrent peu à peu dans la misère. Cette situation déclenche des émeutes organisées par les communistes italiens et de nombreuses grèves. 1919 et 1920 sont 2 années rouges en Italie, les Biennio Rosso. Tandis que les gouvernements se succèdent et que les négociations échouent, les communistes italiens rêvent de renverser le pouvoir à la manière de la révolution russe de 1917. Ils se constituent en milices armées, bloquent et occupent les usines dans le nord du pays, occupent les terres agricoles au sud, commettent violences et assassinats ciblés. L'Italie a peur, et particulièrement la bourgeoisie. Victoire mutilée, instabilité gouvernementale, crise économique et risque de révolution communiste, c'est dans ce contexte troublé que Mussolini va émerger sur la scène politique. Activiste socialiste à tendance anarchiste, instituteur, puis journaliste, Benito Mussolini devient en 1912 rédacteur en chef du journal révolutionnaire Aventi. Favorable à l'entrée en guerre de l'Italie, Mussolini s'éloigne du Parti socialiste, alors pacifiste, et crée en 1914 son propre journal, Il Popolo d'Italia, dans lequel il développe un nationalisme fervent. Mussolini s'engage dans l'armée italienne. Simple soldat, puis caporal, il reste sur le front de 1915 à 1917, année pendant laquelle il est gravement blessé. Son expérience au front renforce ses convictions nationalistes. Après la guerre et face aux crises que traverse l'Italie, Mussolini crée en 1919 les Faisceaux italiens de combat. Petite organisation,
comme il en existe des centaines, qui regroupent des hommes venus d'horizons différents, révolutionnaires, anarchistes, bourgeois, mais aussi anciens soldats et nationalistes. Mussolini tente une union des gauches qui échoue. Les premiers résultats électoraux sont catastrophiques pour les fascistes, qui demeurent un groupe quasiment anonyme de quelques milliers de militants. Le fascisme se conçoit d'abord comme une idéologie qui prône une révolution à la fois sociale, mais surtout nationale. Les fascistes s'opposent au principe de la démocratie parlementaire, jugée inapte à toute action politique efficace. Le communisme, source de désordre, est également combattu vigoureusement. Le fascisme promeut l'idée d'un homme nouveau, viril et conquérant, à l'image du citoyen de la Rome antique, qui place la grandeur de sa nation au-dessus de ses intérêts et libertés individuelles. L'autorité, la hiérarchie et la force sont assumées comme principes et méthodes d'action politique. Cette idéologie doit s'incarner dans un État fort, qui encadre la société et écarte ses opposants. Tout dans l'État, rien contre l'État, rien en dehors de l'État. L'imaginaire et l'esthétique fasciste renvoient à l'Antiquité. Le faisceau du licteur romain était le symbole de l'autorité légitime et de la force collective. Le terme fascisme en est une référence directe, tout comme le salut romain à l'empereur, repris par les fascistes pour assurer à Mussolini respect et dévotion. En 1920, le mouvement prend de l'ampleur. Les nouvelles recrues sont plus jeunes, animées par une volonté d'en découdre physiquement avec les communistes qui bloquent le pays. Des squadrées de chemises noires se forment dans tout le pays, assument leur violence au nom d'un nationalisme qu'ils estiment supérieur aux autres causes. Ils brisent les grèves, se battent, organisent des expéditions punitives contre leurs opposants à coups de matraque et huile de ricin et deviennent une véritable milice. Au début de l'année 1921, les faisceaux comptent près de 200 000 membres et Mussolini devient un personnage incontournable dans le paysage politique. Le gouvernement, la bourgeoisie et les partis de droite ferment les yeux sur les violences et acceptent des alliances, ce qui permet à 35 députés fascistes d'entrer au Parlement. Mussolini, craignant d'être dépassé par sa base de plus en plus incontrôlable, réorganise le mouvement et crée le PNF, Parti national fasciste. Il garde l'objectif de poursuivre les alliances et d'accéder au pouvoir par la voie parlementaire. Mais les cadres du parti encouragent Mussolini au coup de force. Après de longues hésitations, Mussolini, fort du soutien de 320 000 membres du PNF, organise la marche sur Rome en octobre 1922. Moins massif que prévu, le mouvement regroupe 30 000 partisans fascistes, peu armés, qui arrivent à Rome le 27 octobre. Mais la démonstration de force est tout de même un succès. Sous la pression, craignant un coup d'État, le roi Victor Emmanuel III nomme Mussolini Premier ministre quelques jours après les manifestations fascistes. Mussolini forme alors un gouvernement ouvert et composé de ministres de partis différents. Il obtient la confiance du Parlement, qui ne compte pourtant que 35 députés fascistes. Son but, rétablir l'ordre et garder la confiance des Italiens, ce qu'il parvient à faire pendant 1 an. En 1924, Mussolini fait voter des réformes constitutionnelles et provoque des élections législatives. Une majorité fasciste est souhaitée et largement envisageable. La campagne électorale est violente. La liste fasciste et ses alliés obtiennent une large majorité. Mais un député socialiste, Giacomo Matteotti, dénonce des irrégularités. Il est retrouvé assassiné. Des squadristes fascistes sont mis en cause. L'opinion publique est indignée, les alliés politiques prennent leur distance. Mussolini craint de perdre la confiance de la population et d'être destitué du pouvoir. En janvier 1925, il prend les devants et annonce officiellement vouloir mettre fin au régime démocratique. Après plusieurs attentats manqués contre sa personne, Mussolini promulgue les lois fascistissimes. Le Parlement enregistre docilement. Ces lois mettent en place un parti unique, le parti fasciste. Les partis d'opposition sont dissous. Les associations sont désormais surveillées et les syndicats sont supprimés. L'OVRA, nouvelle police politique, est mise en place et applique ces lois avec sévérité, traquant les opposants au régime en les exilant dans les îles italiennes de la Méditerranée. Le pouvoir, désormais dictatorial, développe une propagande intensive. Les idéaux fascistes sont mis en avant partout. Les villes sont saturées d'affiches, de représentations du Duce, le guide fasciste. Le culte du chef est organisé. Mussolini y apparaît tel un conquérant. Ses vertus physiques et morales sont mises en avant. Du balcon de son palais, il s'adresse régulièrement à la foule qu'il séduit par ses talents d'orateur.
Les médias sont aussi contrôlés par l'État. Dans les journaux, à la radio et au cinéma, la propagande s'adresse aux masses et s'accompagne de la censure. Tout ce qui va à l'encontre de l'idéologie fasciste est interdit. De même, les arts officiels fascistes se développent et imposent un style en peinture et en architecture. La jeunesse est particulièrement encadrée. Les programmes scolaires sont adaptés à l'idéologie fasciste, les professeurs sont sélectionnés. L'imaginaire fasciste est omniprésent à l'école, mais aussi dans les organismes de jeunesse, dans lesquels les enfants sont enrôlés dès le plus jeune âge, tels que les enfants de la Louve ou les Balilas. Débarrassé des oppositions, le régime fasciste, soutenu par le roi, l'armée, l'Église, plébiscité par une très large majorité de la population, met en place une politique économique et sociale efficace. L'État mène une politique dirigiste. Il s'appuie sur les corporations pour éviter la lutte des classes et favoriser les relations entre ouvriers et patrons. Les investissements sont colossaux pour moderniser le pays. Les terres agricoles sont transformées et deviennent plus productives. De grands travaux sont entrepris dans les villes, comme à Rome, où sont mis en valeur les vestiges de l'Empire romain. Des routes et des infrastructures nouvelles sortent de terre. Mussolini fait construire des stades monumentaux dans tout le pays, le sport devenant un moyen d'exalter les vertus fascistes de force et de puissance. Malgré une surveillance accrue et l'interdiction des grèves, Mussolini s'est assuré la confiance de la masse des ouvriers et des paysans italiens en menant une politique sociale à base de subventions, d'aides familiales ou encore d'associations de loisirs. Depuis sa prise de pouvoir, Mussolini entretient de bonnes relations diplomatiques avec les autres pays. En 1929, par les accords de Latran, Mussolini règle la question romaine et reconnaît la souveraineté du pape sur la cité du Vatican. L'image du duché est positive à l'étranger. Roosevelt en parle en des termes flatteurs, tout comme Churchill et même Gandhi qui rend visite à Mussolini en 1931. Membre de la SDN, l'Italie se rapproche de la France et de la Grande-Bretagne pour faire front commun face aux ambitions allemandes qui semblent se préciser à partir de 1935. Même si Hitler s'est largement inspiré des idées et méthodes fascistes et qu'il admire le Duce, Mussolini le méprise et s'en méfie. À l'issue de leur première rencontre en 1934, il déclare « Ce raseur m'a récité Mein Kampf, ce livre indigeste que je ne suis jamais parvenu à lire. Je ne me sens aucunement flatté de savoir que cet aventurier de mauvais goût a copié sa révolution sur la mienne. Les Allemands finiront par ruiner notre idée. Cet Hitler est un être féroce et cruel qui fait penser à Attila. Les Allemands resteront les barbares de Tacite et de la Réforme, les éternels ennemis de Rome. » Mais la question coloniale va constituer un tournant dans la politique internationale italienne. Alors que la France et la Grande-Bretagne se partagent le continent africain, l'Italie veut y défendre ses intérêts et jouer dans la cour des grandes puissances. En 1935, Mussolini lance l'Italie à la conquête du seul État indépendant d'Afrique, l'Éthiopie. Les opérations militaires sont plus compliquées que prévu, mais l'Italie finit par annexer le pays. L'annexion est considérée comme une agression illégitime au regard du droit international. La SDN condamne l'Italie et décide de sanctions économiques lourdes. Comme en 1919, suite au traité de Versailles, l'Italie se sent humiliée et l'opinion publique soutient son Duce. À partir de 1936, l'Italie se retrouve isolée dans le concert des nations européens. Le rapprochement avec l'Allemagne va s'intensifier. Tout comme Hitler, Mussolini va d'abord apporter une aide financière et militaire massive à Franco en lutte contre les communistes pendant la guerre d'Espagne. Puis, malgré les réticences du roi et de l'Église, l'axe Rome-Berlin se concrétise. En 1937, Hitler réserve un accueil grandiose à Mussolini en visite diplomatique en Allemagne. Le rapport de force s'inverse. Mussolini est impressionné et séduit par la puissante Allemagne, tandis qu'il s'agace des positions françaises et anglaises. Le Duce, hostile à un nouveau conflit européen, tente une dernière fois de jouer le rôle de conciliateur à la conférence de Munich, mais c'est bien Hitler qui reste en position de force. L'Italie ne peut rien faire pour dissuader l'Allemagne d'entreprendre ses annexions. Mussolini, mis devant le fait accompli, est désormais soumis à l'Allemagne. Originellement hostile à l'antisémitisme nazi, Mussolini donnera des gages à Hitler en promulguant des lois raciales en 1938. Très en retard dans la course à l'armement, l'Italie repoussera son entrée en guerre, mais finira par suivre inexorablement son allié allemand sur tous les fronts de la Deuxième Guerre mondiale.